d'abord, merci d'être venus aussi nombreux à cette 5e édition du Forum des métiers et de l'ingénierie territoriale, organisée par l'association Le Carré Géoarchi. L'événement prend cette année une forme toute particulière, avec plus de 25 interventions de diplômés issus de toute la France. L'objectif du forum est de donner un aperçu des différents cursus des anciens étudiants de l'Institut, quelles missions et quels postes ont-ils été amenés à réaliser et à occuper à l'issue de leur formation à l'Institut. Plus généralement, l'ensemble des tables rondes a pour objectif de montrer les enjeux des métiers de l'aménagement dans le contexte actuel. Les journées se dérouleront comme suit. Une première table ronde mettra en débat les problématiques de la planification territoriale, l'occasion de réaffirmer l'importance des documents de planification pour la gestion de l'aménagement des territoires. Une seconde table ronde, dans la continuité de la première, est intitulée « Développer le territoire » et s'intéresse aux acteurs de l'aménagement opérationnel. Une troisième table ronde fera intervenir des diplômés dont le cursus les a conduits à la création d'entreprises ou alors à la gestion et également à se fédérer en association. Et une quatrième table ronde portera sur l'animation du territoire et de sa mise en valeur. Enfin, une dernière table ronde portera sur les débouchés accessibles aux urbanistes. Et enfin, on aura une petite intervention du Centre de gestion du Finistère sur les concours qui nous sont accessibles. Pour ouvrir notre forum des métiers, nous avons besoin d'un grand témoin. Et il faut des qualités particulières pour accomplir une telle mission. Bien connaître le sujet, savoir le traiter par tous ses aspects, bénéficier d'une expérience incontestable et enfin avoir la reconnaissance unanime de ses pairs et des participants de cette journée. Ainsi esquissé, le profil est assez reconnaissable. Il ne fut donc pas très difficile d'identifier notre grand témoin d'aujourd'hui. Il s'agit de M. René Bondiguel, directeur de cabinet du président de Rennes Métropole et de la maire de Rennes. Car René Bondiguel connaît très bien les étudiants et les diplômés de géoarchitecture. Il les a croisés et côtoyés tout au long de sa carrière, au fil des missions et des métiers qu'il a exercés. Tout d'abord, ici même à l'Institut, dans les salles de cours que nous utilisons toujours, non comme étudiant, mais comme professeur d'économie. Quand il a cessé son enseignement, c'est Marie-Lise Lebranchu, aujourd'hui ministre, qui a eu la lourde tâche de lui succéder. Ensuite, dans les structures qu'il a dirigées, comme Habitat 29, Archipel Habitat, il a recruté nombre de diplômés. Il nous dira sans doute comment se dessinent les métiers qui peuvent ainsi nous intéresser. Enfin, il a aussi eu beaucoup croisé d'anciens de notre formation qui étaient tour à tour représentants des collectivités, responsables de bureaux d'études ou d'agences d'urbanisme, partenaires, clients, fournisseurs et concurrents. Présent lors des cérémonies d'anniversaire, intervenant encore régulièrement, René Bondiguel n'a jamais perdu de vue l'Institut de géoarchitecture, ni surtout les étudiants qu'il a connus. C'est pourquoi son regard aujourd'hui nous semble d'autant plus aiguisé pour nous parler. À nous, futurs professionnels de l'aménagement, des métiers, de leur diversité, mais aussi des conditions nécessaires pour mener une vie professionnelle riche des rencontres et des engagements que nous pouvons saisir. Nous allons donc lui demander de nous donner un préambule, quelques mots de son parcours et de son expérience, puis de nous évoquer sa vision aujourd'hui des métiers de l'aménagement. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette introduction à la fois très amicale et flatteuse. Je vais, si vous le voulez bien, en quelques minutes, vous dire un petit peu le parcours et puis ce que je crois être la préoccupation du moment ou des années qui vont venir pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, bien évidemment d'abord. Moi, je suis, comme un grand nombre de Bretons, issu d'une famille, on parle de grands-parents, mais de parents agriculteurs, et la question de l'aménagement du territoire m'a tout de suite été très clairement, comment dirais-je, donnée comme thème de réflexion dès mes études que j'ai faites au lycée agricole de Rennes, les Trois Croix. Je ne rentrerai pas dans les conditions pour lesquelles j'ai pu faire ce cursus-là, parce que c'était d'origine familiale, mais cela m'a permis tout de suite d'être confronté à cette dimension-là, et ça m'a dirigé vers, assez naturellement d'ailleurs, des études d'économie, faculté de sciences économiques et de Rennes, et là aussi, cette préoccupation tout au long de ma formation
a été constante et réelle. Et je pense qu'il faut, chacun d'entre nous, tirer le fil de ce que l'on ressent au cours de sa formation, des envies que l'on peut avoir, j'y reviendrai. Je pense que c'est vraiment fondamental de se mettre à l'écoute un petit peu de ce que l'on est, de ce que l'on ressent, de ce qu'on a envie de faire. Et assez naturellement, l'idée m'est venue de poursuivre par des études du coup un peu plus spécialisées dans ce domaine-là. Et c'est ainsi que j'ai fait l'Institut d'urbanisme de Paris, donc c'était les années 78 et 79, 2 années, à cette époque je crois que ça devait être un DEA ou l'équivalent d'un DESS à cette époque-là. Et donc j'ai rencontré bien évidemment, et ça a été une première ouverture, d'abord le grand plaisir de faire des études à Paris quand on découvre tous les moyens, non pas Paris en soi, mais les moyens dont on dispose, en tout cas dans la fin de ces années 70, c'était assez extraordinaire pour, bien évidemment, découvrir le milieu parisien dans le domaine de l'éducation supérieure. Et puis, des rencontres assez extraordinaires, puisque c'était sans doute la première fois, en tout cas par rapport à Rennes, où je rencontrais aussi des étudiants étrangers. Il y avait à cette époque-là une part conséquente d'étudiants qui venaient notamment de l'Afrique francophone, du Maghreb, mais l'Afrique noire également, et de l'Amérique du Sud, donc pour une grande partie de ces formations. Les formations initiales étaient très pluridisciplinaires, parce qu'il y avait à la fois des juristes, des architectes, des économistes, des sociologues, et cela m'a tout de suite convaincu que l'urbanisme était un art, si je puis dire, de la discipline multiple, de l'interaction, de l'enrichissement mutuel et de la transversalité d'une certaine façon. Et qu'il fallait voir les formations des uns et des autres, les approches finalement, parce que la formation c'est une approche d'une thématique vraiment comme étant une dimension de complémentarité et de richesse. Et j'ai été convaincu que les métiers que j'aurais à conduire, ça se construirait sur ces bases-là. J'ai eu la chance de faire sur Paris même un stage, puisqu'il y avait un stage de formation de plusieurs mois, j'allais dire déjà à cette époque-là, c'était pas si fréquent, et de tout de suite être, comment dirais-je, proposé pour un premier contrat dans un bureau d'études. Il s'appelle toujours d'ailleurs, je crois, la Sorepa, qui est rue de Vaugirard, qui est une société d'études pluriséminaire d'aménagement, je crois que c'est son titre encore, et qui construisait à cette époque-là des réflexions assez diverses et larges. Il y avait à la tête des co-gérants qui étaient architectes, urbanistes de formation pour 2 d'entre eux et un économiste pour le 3e. Et c'est avec, bien évidemment, cet économiste-là que j'ai travaillé dans un premier temps sur des thèmes qui étaient très, très divers. C'était à la fois des schémas d'aménagement tels qu'on peut les concevoir, ça s'appelait des SDO à l'époque, schémas d'aménagement et d'urbanisme, mais aussi des plans d'occupation des sols, des plans de référence, bref, un certain nombre d'études opérationnelles ou péro-opérationnelles qui avaient bien sûr vocation à être proposées à des élus dans le cadre de différents contrats qu'il peut y avoir à l'agence. Et j'ai eu la chance aussi d'être amené à travailler, mais là c'était plus d'ailleurs sur la formation de base, si je puis dire, et vous verrez que mon expérience professionnelle, j'ai marché sur ces 2 jambes-là, si je puis dire, à la fois la formation de base, c'est-à-dire d'économie, de gestion, mais aussi d'urbanisme. Et j'ai été amené à travailler sur les études, avec la mission d'études de la Seine, l'étude préalable à la réalisation du pont de Normandie, qu'on appelait à cette époque-là, bien évidemment, autrement, qui s'appelait le 2e franchissement de la Suire de la Seine. Et donc, à la fois, il y avait des dimensions d'impact économique extrêmement importantes à déterminer, à définir, des rencontres avec les chefs d'entreprise, notamment de la zone industrielle du Havre, mais aussi, bien sûr, des études d'impact environnemental, même si elles étaient embryonnaires à cette époque-là, en tout cas par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, et un certain nombre aussi d'impacts financiers, mais aussi de trafic, de mobilité, bien sûr, et ce pont de Normandie a finalement été assez rapidement mis dans un schéma routier et autoroutier français, voire européen, vous savez bien. Donc voilà, l'expérience, ça a été assez rapide parce que mon choix a été fait avec mon épouse assez rapidement de ne pas demeurer sur Paris trop longtemps, pas au-delà de ce qui est nécessaire sans doute. Et donc le choix a été fait de venir en Bretagne, et donc le premier
si je puis dire, réussissait, eh bien l'autre était pris de suite. Donc mon épouse a fait plus vite que moi à Quimper. Et à Quimper, quand on a fait un troisième cycle d'urbanisme, on se pose beaucoup de questions. Mais la preuve qu'il ne faut jamais désespérer et d'aucun territoire. J'ai pu trouver, au bout de quelques années, Daniel se rappelle, puisque c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré, un monsieur qui était complètement atypique, qui s'appelait Monsieur Leroy, qui s'appelle toujours Monsieur Leroy d'ailleurs, Leroy, qui était adjoint à la direction départementale de l'équipement, qui était une DDE comme vous ne pouvez pas l'imaginer aujourd'hui, parce que, bien évidemment, c'était avant les lois de décentralisation des 82-83, il y avait 1600 personnes, 8 grandes directions, et le directeur général adjoint était un jeune énarque qui était passionné d'aménagement, d'urbanisme et d'architecture, complètement atypique, bien sûr, dans son cursus, et qui a trouvé que mon cursus aussi était intéressant. Et il m'a proposé un premier contrat donc, à la DDE. Et j'ai travaillé assez largement sur les thématiques, aussi bien la protection du littoral, et il y avait de quoi faire, il y a toujours de quoi faire. Et on a vu défiler à Lyon un certain nombre de personnes auxquelles je suis parfaitement solidaire sur les grands dangers de l'extraction des sables. Donc ces thématiques-là étaient déjà tout à fait à l'étude, et parfaitement pertinentes déjà. Et la DDE, d'ailleurs, certains d'entre eux, en tout cas à l'intérieur de la DDE, étaient particulièrement conscients aussi de ces problématiques-là, mais il y avait des arbitrages de nature tout à fait politique d'ailleurs qui étaient faits en faveur de l'extraction massive. Donc la protection du littoral, déjà des problématiques aussi, des enjeux de la protection et du développement de l'urbanisation dans le littoral de façon pas toujours très contrôlée, même si on est globalement plus à l'abri ici, mais on n'est pas, comment dirais-je, complètement, comment dirais-je, séparé de ces questions-là, bien sûr. Il y a aussi la question de l'urbanisme, et il y avait des études, le groupement d'études de programmation, le fameux GEP à l'époque, qui était en train de mourir d'ailleurs à cette époque-là, mais qui était encore extrêmement présent, qui, avec la loi sur le littoral, avait l'obligation de réaliser dans les temps les plus courts, et ça s'est vu d'ailleurs dans les résultats des études, les plans d'occupation des sols pour toutes les communes littorales, ou tout au moins qui étaient soumises à l'application de la loi sur le littoral. Et d'autres services, notamment le service du logement, avec lequel j'ai beaucoup travaillé également. Et c'est au bénéfice d'une réunion à Morlaix, j'avais fait une étude assez importante sur la problématique du logement. J'avais fait partie à Paris d'un certain nombre de réflexions sur la définition du point mort. Je ne sais pas si on vous a expliqué ce que c'était que le point mort en matière de logement, mais c'est quelque chose qui est assez fondamental à connaître parce que bien évidemment c'est un des éléments de compréhension du fonctionnement du marché du logement. Et donc j'avais fait cette étude à Morlaix et il y avait dans la salle quelqu'un qui avait trouvé que j'avais raconté des choses sans doute qui l'intéressaient et qui m'a proposé de prolonger cet échange-là. Et c'était un directeur de l'Office public départemental du logement social, donc Habitat 29, qui m'a proposé d'être son adjoint, un poste secret. C'était un organisme qui était en grande difficulté de gestion. C'était une époque où il y avait eu beaucoup de construction. Je pense que vous avez eu l'occasion d'examiner toute cette période de l'après-guerre où le chemin de grue était le chemin de croix d'ailleurs parfois aussi, des aménages des urbanistes et puis des constructeurs, et il y avait une production qui était extrêmement importante. C'était plusieurs centaines de logements qu'un bailleur social pouvait construire par an, avec une organisation qui n'était pas du tout adaptée, des techniciens qui étaient plus des gens qui signaient des documents et l'entreprise lui proposait de le signer sans trop regarder. Bref, on était dans une logique qui était une logique pas du tout maîtrisée et un petit peu nécessité fait loi dans tous les sens du terme. Je peux vous donner un simple exemple pour illustrer ce que l'on pouvait construire à cette époque-là, en termes de gestion en tout cas, c'est qu'il y avait comment dirais-je, des programmes qui étaient construits sans absolument connaître le montant final des travaux, à tel point que plusieurs emprunts complémentaires devaient être conclus, alors que le premier prêt était censé équilibrer l'opération, des prêts complémentaires étaient conclus, dont le montant cumulé avec le prêt principal des annuités était supérieur au montant des loyers théoriques possibles. Donc, je ne vous fais pas de dessin, mais vous voyez que quand on en construit quelques-uns comme ça, ça va pas très loin. Donc, 2 plans de relance pour cet organisme-là, et puis donc je prends cette direction adjointe, dans un premier temps sur les questions qui étaient plus de gestion. Donc, il y a 2 grands métiers chez un bailleur social pour
simplifier un petit peu, il y a le métier de la promotion, c'est-à-dire de la construction, de maîtrise d'ouvrage, on va le dire comme ça plutôt. Et un maître d'ouvrage, c'est celui qui donne le programme, qui définit le programme, qui donne le prix, qui définit le planning, qui en suit et qui veille au respect de ces trois piliers, si je puis dire, de la responsabilité première d'un maître d'ouvrage, avec bien évidemment des incidences ou des incidentes par rapport à ces éléments-là. Et il y a un deuxième grand métier, c'est la gestion locative, que dans le secteur privé on peut appeler aussi le syndic de copropriété ou tout autre métier équivalent. Et donc ce métier-là, qui est bien évidemment le métier final, puisque lorsqu'on est promoteur, c'est pour loger. Donc l'activité de construction est toujours antérieure, bien évidemment, dans le processus en tout cas de gestion. Et donc cette partie gestion locative dont je vous parle a été celle que j'ai découverte en premier. J'avoue que je n'étais pas du tout préparé à ce métier-là parce que je n'avais pas préalablement en tout cas acquis les connaissances premières, mais c'est déjà un premier message, je pense, qu'il faut que vous preniez vraiment dans ce que je vais vous dire ce matin, c'est que je pense qu'il ne faut pas appréhender les responsabilités qu'on vous donne. Je dis souvent aux gens, quand je recrute, et il m'est arrivé qu'on me le dise quand on me recrute, que si on vous recrute, c'est parce qu'on vous fait confiance. Donc n'ayez pas peur du recrutement qu'on fait pour vous. Quand bien même cela peut vous paraître un petit peu éloigné, que vous vous dites, mon Dieu, quand je vais arriver lundi matin, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va me demander, quel va être mon métier, quelle va être même ma valeur ajoutée, en quoi je vais contribuer à l'activité de tel ou tel employeur qui me ferait confiance. Donc je me suis fait confiance et j'ai fait confiance à la personne qui m'a recruté et donc je plongeais dans ce nouveau métier que je ne connaissais pas du tout, mais tout s'apprend sans vraiment de difficulté si bien sûr on a l'envie. Et assez rapidement, puisqu'au bout de 4 ans, la personne qui m'avait recruté, le directeur de l'époque, a quitté la société et tout le monde s'est tourné vers moi, comme j'étais directeur adjoint, c'était assez logique, en disant voilà, c'est toi qui vas prendre les rênes. Le bébé était encore un petit peu fébrile. Le premier exercice comptable que j'ai pu clore tout seul, si je puis dire, en tout cas la direction générale, excusez-moi, je vais parler en franc, hein, mais ça compte, ça va peser davantage, vous allez voir. Pour un chiffre d'affaires qui devait être aux alentours de 50 millions de francs à l'époque, je l'ai terminé avec 200 000 francs de résultats et toutes les provisions à zéro. Alors je vous passe rapidement, mais quand on est bailleur social, on doit avoir de grosses provisions, notamment pour grosses réparations, d'ailleurs qui sont légales, obligatoires. On doit entretenir, c'est un montant obligatoire, réglementé. Et on doit aussi avoir un petit peu de provision pour des créances douteuses, parce que vous imaginez bien qu'il y a quelques personnes qui ne peuvent pas payer. Il y a quelques personnes qui ne veulent pas payer, mais elles sont peu nombreuses, il y a beaucoup plus de personnes qui ne peuvent pas payer, donc il faut minimum provisionner tout ça. Bref, je passe rapidement là-dessus. Et donc, rétrospectivement, je me suis fait bien évidemment un peu peur, mais je pense que là aussi, la responsabilité que l'on prend, elle est vraiment à prendre et considérer que c'est un cadeau qu'on vous fait, qu'il faut le saisir comme tel. Et donc, Habitat 29, nous avons eu, je ne sais pas si on l'aurait d'ailleurs aujourd'hui, des aides conséquentes pour redresser la situation, 10 millions de francs de la part de l'État, je ne sais pas si on les aurait aujourd'hui, et 5 millions de francs pendant 4 ans pour des équilibres d'exploitation, puisque les deux, à la fois la structure du bilan, mais aussi la gestion était déficitaire. Et donc, la promotion, c'est à ce moment-là véritablement que j'ai appris, ou que je me suis confronté au deuxième métier, ou au premier métier dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la promotion sociale, c'est-à-dire la rencontre avec des métiers que je découvrais, pour une grande part en tout cas, c'est-à-dire bien sûr les élus qu'il fallait rencontrer, qu'il fallait convaincre, j'y reviendrai, tous ne l'étaient pas convaincus de la nécessité d'avoir du logement social dans leur commune, vous imaginez, et puis également avec bien sûr les architectes, les bureaux d'études, nombreux, à coordonner, à animer, à qui on passe des commandes, donc bien sûr la commande est importante, et puis bien sûr les entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui vont réaliser ces constructions. Et je crois que quand je suis parti, au bout de 15 ans, il y avait à peu près une moyenne de 212 logements précisément, je me rappelle, en moyenne par an construits, ce qui était assez important. D'abord, ça voulait dire qu'on avait bien sûr restaurer les équilibres, parce que quand vous investissez, il faut avoir... C'est-à-dire que quand on... L'exemple que je vous donne pourrait être pris dans bien d'autres domaines, bien évidemment.
Quand on est promoteur social, on a beaucoup d'opportunités. Elles sont extrêmement nombreuses. On les saisit ou pas, et tout le monde ne les saisit pas. La première, bien évidemment, c'est d'être sur le registre de la conviction auprès des élus. J'ai, par exemple, réussi à construire des logements sociaux dans le pays du Léon, et ceux qui connaissent le Finistère savent que ce n'est pas forcément un endroit où le logement social était, en tout cas dans les années 80, quelque chose qui était enthousiasmant, en tout cas pour les équipes municipales, mais je ne leur ai pas parlé de logement social, parce que je pense que je n'aurais pas réussi à aller très très loin. Je leur ai dit comment vous avez l'intention de loger vos jeunes. Je voyais qu'il y avait des entreprises, certaines avaient des difficultés, je voyais bien qu'elles avaient du mal parfois même à recruter, et j'avais un petit peu analysé la situation de quelques marchés locaux, et je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de jeunes, notamment, qui avaient de grandes difficultés pour se loger. Plus la commune était littorale, plus, bien sûr, la difficulté était grande. Et ça, c'était la première dimension, donc essayer de responsabiliser, parce que les élus, c'est leur responsabilité, bien évidemment, de faire que chaque habitant, existant ou nouveau, ou tout simplement les enfants des habitants, puissent se loger dans des conditions convenables. Donc, premier levier. Deuxième levier, je leur disais qu'il me semblait qu'il fallait être dans les communes moyennes, voire rurales, certaines d'entre elles en tout cas, dans des logiques d'aménagement du territoire. Et je pense que c'est un levier beaucoup plus important qu'on ne le croit, parce que quand je dis ça, je vais aller jusqu'au bout de mon propos pour dire que la logique était de travailler sur le tissu existant. C'est-à-dire que je leur proposais de restaurer un îlot, de restructurer des locaux qui étaient éventuellement vacants, des friches, on va le dire comme ça, en tout cas on le dirait comme ça aujourd'hui, qui pouvaient d'ailleurs de nature très diverses et variées. Il y avait peut-être encore davantage qu'aujourd'hui quelques fermes qui pouvaient être dans des bourgs, dans des villages, voire dans les petites villes, désaffectées sans doute depuis un petit moment, puis vous savez, les personnes restent vieillir et un jour elles quittent tout simplement parce qu'elles décèdent et qu'on se pose la question du devenir de cette friche agricole en l'occurrence. Mais beaucoup d'activités aussi, c'est la vie, tout simplement les bourgs, de la nécessité de faire la ville sur la ville, c'est des thèmes que vous connaissez bien, et que sans cesse on doit renouveler les investissements et se réinterroger sur l'aménagement d'un bourg, d'un îlot, d'un quartier, et de dire comment on peut repartir et comment on peut remettre dans la perspective cet ensemble-là. Et je pense que c'est un levier qui a été extraordinaire parce que, d'abord, le Conseil général, à cette époque-là, a bien compris la dimension, a mis en œuvre des aides qui ont largement favorisé, puisque les communes étaient encouragées à une subvention relativement conséquente pour faire l'acquisition de ces friches et finalement de les rétrocéder aux veilleurs que je dirigeais et qui faisait que nous avions certes plus de difficultés que d'aller travailler sur un terrain nu en termes d'équilibre d'opération, parce qu'il y avait plus de contraintes, tout simplement. Nous étions dans un tissu existant et qu'il y avait beaucoup de sujétions particulières à traiter et qu'il fallait, y compris d'ailleurs pour la maîtrise d'œuvre, sans doute plus des études plus approfondies, moins répétitives, enfin des vraies études tout simplement, d'architecture et d'intégration dans le tissu existant. Et donc cette dimension-là d'aménagement du territoire et de la dimension de la préoccupation des élus est importante. Ça me permet, à ce moment de mon propos, de vous dire que quand on travaille dans les métiers que vous faites, il faut toujours avoir la compréhension des leviers des politiques publiques. C'est-à-dire que vous allez nécessairement, quel que soit le métier que vous allez faire, être à un moment ou à un autre, soit ceux qui, comment dirais-je, aident à ce que les politiques publiques puissent se faire, en étant, si je puis dire, dans les équipes municipales, soit que vous puissiez le faire dans le cadre de prestations que vous pourriez faire à l'extérieur, pour ne donner que ces deux exemples-là. Je pense qu'il faut vraiment comprendre les politiques publiques. Alors les politiques publiques, elles peuvent être assez différentes. Certes, vous apprenez, vous connaissez la réglementation et les procédures applicables, mais les procédures appliquées peuvent être très différentes d'un territoire à l'autre. Et quand vous êtes dans un territoire, il faut vraiment rentrer en très grande symbiose avec le territoire dans lequel vous êtes. Il faut vous imprégner, il faut mettre tous les capteurs au feu vert et vous imprégner du territoire dans lequel vous êtes pour comprendre les ressorts du territoire. Et la petite expérience géographique que je peux avoir quand on travaille au Havre, ou quand on travaille à Quimper, ou quand on travaille dans le Léon,
c'est pas la même chose qu'à Rennes, c'est sans doute pas la même chose qu'ailleurs. Et quand vous comprenez ça, je pense que c'est très important, par exemple, pour un bureau d'études qui vend ses prestations, enfin, qui propose tout simplement une consultation ou répond à une consultation. S'il n'a pas cette dimension de la compréhension du territoire et des politiques publiques locales, à l'endroit en tout cas où il se propose de travailler, il risque de faire des contre-performances assez graves sans doute pour lui, parce qu'elles peuvent être dommageables pour son activité, ou l'activité de bureau d'études qu'il représente. Et bien évidemment, elles sont aussi sur le registre du contresens professionnel très important, parce qu'on peut être amené à raconter des choses qui ne sont pas entendables tout simplement à l'endroit où vous êtes, qui peuvent être très pertinentes ailleurs. Donc je pense que, voilà, et l'expérience que j'ai eue dans le Finistère a été une expérience extrêmement riche, parce que quand vous travaillez sur un département, quand j'avais pris mes responsabilités, nous étions, enfin, Habitat 29 était présent sur les 283 communes, je pense qu'il y en a toujours 283 dans le Finistère, nous étions présents dans 95 communes. Quand j'ai quitté Habitat 29, nous étions présents dans 193 communes. Et donc, ça veut dire simplement que la connaissance du territoire qu'il a fallu faire, qu'il a fallu avoir, elle a été extrêmement précieuse. Et donc, cette dimension des politiques publiques, à quel endroit on peut proposer de restaurer ou de réhabiliter une gendarmerie, à tel autre endroit ce n'est pas pertinent, à tel autre endroit il faut proposer éventuellement d'avoir des locaux commerciaux en rez-de-chaussée de bâtiments, parce qu'on est dans une centralité, qu'il y a cette dimension. Bref, on ne fait pas que du logement, on fait de l'habitat au sens profond du terme, c'est-à-dire qu'on développe les problématiques qui sont liées à tout simplement du logement et les besoins qui sont liés au logement. Il m'est arrivé souvent de faire des équipements publics en rez-de-chaussée de bâtiments, notamment bien sûr quand la centralité le permettait et quand les besoins étaient là, et ce qui là aussi mettait l'organisme que je dirigeais dans une posture totalement différente, parce qu'il était finalement un acteur premier, en tout cas pour un certain nombre de communes, un acteur premier de la construction de la ville, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il était capable à la fois de proposer du logement pour les raisons que j'indiquais, mais il élargissait son champ de compétences, aussi bien pour offrir des locaux pour services publics, services privés, activités commerciales, bref, toutes les dimensions qui font la ville. Donc je pense que c'est en effet un point extrêmement important. Et puis, qu'est-ce qui a fait finalement que je sois allé à Rennes? Quand j'étais à Habitat 29, et là aussi c'est une deuxième dimension, un deuxième message que je fais passer, je pense qu'il faut aussi, et vous êtes toujours, j'en suis convaincu, ici particulièrement bien préparé à ce genre de choses, savoir regarder large. Et quand on regarde large, ça veut dire tout simplement qu'on est capable d'assumer les responsabilités qu'on a, mais de se préoccuper de la profession, de se préoccuper de ce qui passe autour, d'être dans des cercles professionnels, d'être à la recherche de ce qui se fait ailleurs, de ce qui enrichit tout simplement les responsabilités qu'on a. Quand on est dirigeant, ça m'est arrivé, moi, assez jeune, parce que finalement, 31 ans, puis 34 ans, j'ai pris cette direction générale, 31 ans directeur adjoint, on se rend compte très rapidement que la fonction de responsabilité isole énormément, c'est un poncif, mais je peux vous assurer de l'avoir vécu et que ça fait un petit peu tout drôle, et que souvent, ces dirigeants-là ne sont pas formés, ou ne se forment pas. C'est une des constantes que l'on connaît, et en fait, ces cercles professionnels sont des lieux, justement, où les dirigeants peuvent se former. Donc moi, j'ai eu la chance de participer à des clubs professionnels où des centaines, sur les 600 et quelques dirigeants, se retrouvaient régulièrement, à peu près tous les mois, et on faisait venir tel ou tel expert, tel ou tel enseignant, tel ou tel journaliste, enfin bref, de façon très éclectique, qui éclairait notre métier, mais à qui aussi on pouvait renvoyer bien sûr nos préoccupations et nos interrogations. Et ça m'est arrivé d'ailleurs que de quelques années on me propose de le présider, ce club professionnel national, et qui m'a bien évidemment ouvert des fenêtres extrêmement importantes et qui m'a mis dans des situations, un moment de, comment dirais-je, d'avoir une lisibilité tout simplement, sans doute qui m'a permis d'être interrogé par quelqu'un que vous connaissez maintenant, bien, puisqu'il est président de la région, qui s'appelle M. Pierrick Massiot, qui était le président d'Archipel Habitat, c'était pas comme ça à l'époque, puisque c'était le fils municipal de la ville de Rennes à l'époque, et qui m'a dit, voilà, j'ai pu comprendre qu'il y avait un certain nombre de choses dans le Finistère, est-ce que tu viendrais à Rennes? Alors, pour moi, c'était pas très compliqué, parce que c'était un retour. Pour mon épouse qui était du Finistère,
on s'est dit qu'on allait partager un petit peu entre le Finistère et l'Ille-et-Vilaine, établir une situation. Et donc, on a fait le choix de revenir en Ille-et-Vilaine, et donc, pour moi, de m'attaquer à cet organisme qui était bien évidemment sur des ressorts assez différents, parce qu'on était, Habitat 29, c'est un bailleur social départemental, rattaché au Conseil général, la collectivité locale de rattachement, c'est le Conseil général. J'arrivais dans un organisme qui était historiquement et de longue date un organisme pour la ville de Rennes, qui était l'organisme référent de la ville de Rennes, mais à qui on venait de demander, et c'était bien sûr la mission qu'on me demandait de porter, de le faire travailler sur l'ensemble des communes de l'agglomération, aujourd'hui la métropole, et donc partir en gros de Rennes, la ville de Rennes, et aller convaincre les communes de la périphérie que cet organisme-là pouvait travailler avec elles, alors qu'il y avait d'autres bailleurs qui étaient là de longue date et qui travaillaient avec toutes ces communes-là. Et là, c'est pareil. Je pense que les ressorts que j'avais pu développer dans le Finistère ont été très très utiles, parce qu'il m'a fallu convaincre que, vous savez, tous les fantasmes existent et dans tous les métiers, et dans le domaine du logement, on a toujours peur qu'un bailleur social de la ville-centre, quand il va construire dans une commune périphérique, y amène les pauvres. Et ça, c'est une catastrophe, vous savez bien, c'est des fantasmes qui existent toujours, qui amènent les pauvres de quartiers de Maurepas, de Villejean ou du Blône dans ma commune périphérique, et comment je vais faire. Et donc là, c'est pareil, je pense qu'il faut développer des convictions, en tout cas quand on considère que la mixité sociale, fonctionnelle bien évidemment, mais est un axe majeur, et je ne vais pas faire de long développement, mais vous comprendrez bien quand même qu'on ne peut pas s'empêcher de faire un lien avec les événements des 9 et 11 janvier. La mixité sociale, c'est pas simplement un axe, le vivre ensemble, c'est pas simplement des mots, c'est vraiment des politiques publiques extrêmement structurantes qui font qu'on est un petit peu mieux dans certains quartiers que dans d'autres, si on réussit à faire ça. Et quand on fait le métier, quand on a la chance de faire le métier que j'ai fait dans le logement social, on est vraiment au cœur de ces politiques-là, on est vraiment au cœur de ces enjeux-là, et on sent, en tout cas quand on rentre le soir chez soi, qu'on a pu un petit peu contribuer, peut-être un petit peu mieux en tout cas, à ce que ça se passe dans certains quartiers, dans certaines communes. Et je le disais dans le Finistère, je considérais que le logement social était légitime partout, lorsqu'il y avait des besoins bien évidemment. On ne construit pas s'il n'y a pas de besoin, il y a en gros des besoins partout, parce que tout simplement, il y a besoin de se loger pour des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, mais qui ont le droit d'avoir un logement, qui ont le droit de citer, qui ont le droit de concourir à la vie et au vivre ensemble, et à qui on doit offrir des conditions de vie tout à fait dignes et équivalentes. Et la quelque fierté qu'on peut avoir aussi, c'est lorsqu'on a, par exemple, et c'est un autre élément que je voulais développer, c'est qu'on peut être dans le logement social et on peut faire de l'innovation, et il est reconnu d'ailleurs qu'en matière d'architecture et d'urbanisme, les bailleurs sociaux ont été de longue date très innovants, en tout cas si on remonte à quelques décennies et qu'on regarde le parcours, il y a quelques exemples. J'ai eu la chance de diriger Archipel Habitat avec 2 prix d'architecture de Bretagne, et vous n'imaginez pas pour les équipes d'Archipel Habitat combien c'était valorisant, parce que d'abord c'était jamais arrivé, parce que c'était sans doute le seul bailleur de Bretagne qui en avait eu 2 coups sur coup, enfin en l'espace de 3 ans en tout cas, et de s'inscrire dans cette volonté de faire que quand on se promène dans une ville, dans un quartier, dans une rue, on ne soit pas capable de dire que c'est du logement social, que c'est du logement autre du logement social. Et qu'on ne marque pas le territoire, au contraire, que le facteur d'intégration essentiel, c'est le métier que vous allez faire demain. Et qu'il faut justement, pour que l'on puisse faire du vivre ensemble, il faut faire de l'habitat ensemble, et de l'habitat qui ne soit pas discriminant, de l'habitat qui soit de l'intégration, qui fasse et qui favorise l'intégration. Et vous voyez bien que je rejoins la problématique des politiques publiques telles que j'ai indiqué tout à l'heure. Alors après, Archipel Habitat, bien évidemment, c'est un bailleur qui a 15 000 logements, qui est, je pense, on peut le dire comme ça, est devenu assez rapidement un levier très important des politiques publiques en matière d'habitat et de logement. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là d'abord, parce que je pense qu'on vous en a parlé par ailleurs, et puis ce serait sans doute trop long. Mais vous comprenez bien qu'à Rennes, particulièrement à Rennes, cet outil-là était extrêmement attendu pour être le bras armé des politiques publiques en matière de vivre ensemble, du logement social, bien évidemment, et de tous ces leviers. Et puis voilà, puis je vais terminer parce que je vois que le temps tourne sur mon propos pour vous dire que, puisque c'est le titre qu'on m'a mis là-haut, si je suis arrivé maintenant,
Je le dis en toute modestie, ça mon cours défendant, parce que je n'étais pas tout à fait partant. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime agir, vous l'aurez compris, qui est dans l'opérationnel, dans l'action, et qui se réalise vraiment dans cette dimension-là. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et aller dans un cabinet, on est un peu l'homme de l'ombre, on est un peu, comment dirais-je, en second rôle, et donc je n'étais pas spécialement porteur. On m'a demandé une fois, j'ai dit non, on m'a demandé 2 fois, j'ai considéré que je ne devais pas continuer à dire non. Et donc j'ai dit oui, voilà, de façon très claire. Et on m'a demandé quelque chose qui est un peu particulier, je ne suis pas sûr que ça existe d'ailleurs beaucoup, c'est d'être le directeur des 2 cabinets, c'est-à-dire à la fois du président de la métropole, Emmanuel Couette, et de la maire de Rennes, Nathalie Appéré. Parce que c'était en tout cas de longue date des postes qui étaient occupés par une même personne, et Hervé, si je puis dire, avait laissé Michel Filippodot être président du district pendant le premier mandat, mais ça n'a pas duré au-delà du premier mandat. Il a rattrapé assez rapidement ces présidences-là, et étant maintenant un petit peu au cœur de la machine, je comprends pourquoi. Daniel Delaveau a été également président, maire de Rennes et président de l'agglomération. Et là, nous avons des choses d'ailleurs qui ont été voulues, qui ont été pensées, de personnes qui se connaissent de longue date, qui ont fait un parcours politique ensemble depuis des décennies, et qui ont considéré que les mandats ne devaient pas être cumulés, qu'il ne fallait pas simplement parler, mais qu'il fallait aussi le faire, et qu'il fallait qu'ils s'attellent à ça. Et donc, la mairie de Rennes ne devait pas être nécessairement, comment dirais-je, la présidence de l'agglomération. Et vous comprendrez bien que c'est quelque chose qui demande des coordinations de tous les moments, parce qu'il y a des arbitrages incessants, et les intérêts de l'agglomération ne peuvent pas être nécessairement ceux de la ville et du centre, et réciproquement. Je pourrais citer plein d'exemples, bien évidemment. Et donc, voilà, ce rôle que l'on me donne, entre autres, c'est bien sûr de faire que à la fois les services, mais aussi les équipes d'élus, dans chacune des structures, puissent être harmonisées sur ce registre-là, et qu'on soit extrêmement vigilant à ce que les politiques publiques ne soient pas mises en coin, si je puis dire, entre les 2 structures, et qu'au contraire, elles soient complémentaires, et qu'elles s'enrichissent les unes des autres, plutôt que de éventuellement rentrer en distinction, pour ne pas dire en tension davantage. Donc voilà, donc maintenant, je vais peut-être un petit moment de questions, mais je crois que ça va démarrer pour une autre séquence, donc c'est vraiment comme vous voulez. Donc, je suis à votre disposition, parce que j'ai beaucoup parlé, mais je suis aussi à votre disposition pour répondre à des questions. Donc merci pour ces éclairages. Ça a pu nous renforcer le fait que la polyvalence est un atout dans les métiers de l'urbanisme. Et c'était surtout intéressant de voir aussi en quoi une office de bailleur social peut être un laboratoire du renouvellement urbain. Moi, c'est ce que je retiens entre autres de votre intervention. Voilà, ça justifie d'autant, je pense, la formation que l'on suit, et ça renforce un petit peu nos idéaux de polyvalence. Alors, maintenant, je souhaite laisser la parole au public, donc s'il y a des questions. Donc, si vous pouviez vous présenter à chaque fois et dire de quelle classe vous venez, quel poste vous occupez. Bonjour, alors, moi je m'appelle Vincent Danilo, je suis en Master 2 à l'Institut. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de connaître son territoire quand on est urbaniste. Et je voulais vous poser la question des bureaux d'études qu'on voit souvent, qui sont tous basés à Paris et travaillent sur l'ensemble du territoire sans vraiment connaître le territoire. Donc je voulais savoir quelle réaction vous aviez par rapport à ça. Tout le monde a le droit de travailler partout, mais la question est très pertinente, parce que, en effet, je vais schématiser volontairement mon propos, mais pour des vertus pédagogiques, j'espère en tout cas. Il y a 2 attitudes que l'on peut retenir de ce point de vue-là. Il y a en effet ceux qui vendent des méthodologies, je le dis un peu brutalement, et comment dirais-je, qui séduisent les équipes par des références qu'ils peuvent avoir sur des territoires autres que celui du aliment qu'ils servent. Et en gros, ils vendent une expérience, une expérimentation qu'ils ont pu conduire, et ils tentent de l'adapter, de la reproduire d'une certaine façon, mais éventuellement de l'adapter.
Ce n'est pas du tout d'ailleurs incompatible avec une deuxième version qui est culture du territoire sur lequel il travaille. C'est-à-dire que ça peut être une culture qu'il développe depuis de longue date, mais ça peut être aussi une culture qu'il développe à cette occasion-là. Et je connais beaucoup de bureaux d'études qui viennent très enrichis de ce qu'ils ont pu apprendre, connaître, éventuellement avec des collègues d'ailleurs, avec des lectures, avec des revues, mais aussi, maintenant on a bien évidemment les sites qui le permettent, et qui, quelque part, sont dans la réinterprétation de ces éléments-là. Parce que quand on est bureau d'études et qu'on vient, il faut toujours qu'on ait un apport, en tout cas il faut essayer d'avoir un apport. Et cet apport-là, ça peut être de réinterroger la politique publique en disant « mais moi je sais que vous savez faire ça ici, de longue date, mais voilà, il y a aussi d'autres voies que moi je peux vous proposer et qui peuvent, comment dirais-je, être un pas de côté pour vous, mais qui concourent à l'objectif que vous vous donnez, vous, en tant que responsable politique. » Et puis une autre façon, je dirais, de travailler pour ces bureaux d'études, parce que je comprends que c'est un vrai sujet pour quelqu'un qui en plus démarre, je pense qu'il faut, dans ce travail d'enrichissement, il faut réinterroger et il faut ne pas hésiter, comment dirais-je, à mettre éventuellement en contradiction. Vous savez, beaucoup de politiques publiques peuvent avoir des contradictions. Et c'est un bon levier de débat. Les élus sont, la plupart d'entre eux en tout cas, attentifs à la logique de la contradiction, parce qu'ils essayent de donner de la cohérence à leurs propos, d'abord parce qu'ils tiennent des propos publics, donc ils essayent, tous n'en ont pas, mais certains en ont quand même, de la cohérence à leurs propos, et donc les politiques publiques, ils essayent de les mettre en cohérence. On dit souvent que Rennes, par exemple, mais on pourrait citer plein d'autres choses, d'ailleurs à Brest aussi, sont des lieux où on travaille beaucoup, on parle de politique publique systémique. Et ça veut dire qu'on a examiné la totalité de la problématique, on l'a vraiment analysé complètement, et donc on a mis beaucoup de cohérence. Eh bien, quand vous arrivez, que vous devez réinterroger, parce que vous devez contribuer à une politique publique, si le travail que vous avez pu faire avant, la culture que vous aurez développée sur la connaissance du territoire, vous permet quelque part de réinterroger sur ce registre-là les élus, il y aura toujours un effet bénéfique. Il y aura toujours un a priori, comment dirais-je. Alors après, il faut y construire, parce que si on met en évidence l'incohérence, il faut être dans une logique de réassurer, bien sûr, les élus. Mais en tout cas, ces deux tactiques-là sont, si je puis dire, assez performantes. On connaît, et on a connu des étudiants d'ici qui ont été parisiens, qui sont toujours d'ailleurs parisiens, et qui développent une démarche sur l'ensemble du territoire. Et bien évidemment, quand on travaille à Lyon, c'est pas la même chose qu'à Marseille, même si on déroule un processus professionnel qui peut être équivalent. Et cette connaissance du territoire, des politiques publiques, mais du contexte aussi historique, du contexte urbain, bien sûr, des acteurs économiques, sociaux, enfin, je pense que tout ça, c'est extrêmement important de le connaître. Et là, on est beaucoup plus pertinent, et pour avoir été dans de nombreux jurys dans ce domaine-là, je dirais que ces éléments du contexte de la culture du territoire dans lequel on est se voient, s'entendent, se voient tout de suite, et à compétence, ou en tout cas à processus équivalent. Elles font souvent la différence parce qu'on a le sentiment en tout cas qu'on a une personne qui va comprendre la problématique à laquelle elle est confrontée. Et la compréhension, c'est déjà un grand pas vers, bien sûr, les orientations qu'on doit proposer ou retenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors moi j'avais une question un peu plus générale sur un peu l'objectif de ce forum, c'était aussi un peu de définir quelle est la place de l'urbaniste à l'heure actuelle dans les métiers. Et justement vous, comment vous le voyez, comment vous nous voyez trouver notre place à l'heure actuelle, puisqu'on voit encore que dans pas mal de chefs de projet sont par exemple ingénieurs souvent, ou architectes, et du coup, quelle est la place de l'urbaniste dans tout ça au final? Alors, je n'ai pas parlé ça me permet d'ailleurs, parce que je pensais que le temps était un petit peu court, et j'en suis désolé, et je n'ai pas parlé d'un point très important dans mon déroulé de carrière, c'est la direction générale, certes que je l'ai portée pendant 2 ans, mais qui ont été 2 années extraordinaires du groupe, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, territoire. Il y a 4 sociétés, territoire et développement, territoire public, etc., qui sont les sociétés d'aménagement de Rennes et de Rennes Métropole. Et bien évidemment, une 50aine de personnes, avec pour l'essentiel, bien sûr, des urbanistes, des aménageurs, etc.
Alors, à la question que vous posez, moi, il me semble qu'on peut répondre assez clairement. Je pense que la formation d'origine est, comment dirais-je, est un appui, est une ressource. Elle n'est pas du tout discriminante. Alors certes, il peut y avoir des statuts, et je sais que vous en souffrez un petit peu dans les collectivités locales notamment, qui font qu'on peut, selon la formation que l'on a d'origine en tout cas, que l'on soit ingénieur ou d'autres formations, les évolutions de carrière ne sont pas forcément les mêmes. Là, on est sur le registre du lobbying qui a pu être fait dans ce domaine-là de longue date d'ailleurs. Mais au-delà de cela, la formation que vous avez, je puis vraiment vous le garantir, est une formation vraiment très performante. Elle vous permet, et d'ailleurs j'ai des exemples très concrets, de personnes qui travaillent aussi bien dans des bureaux d'études, dans des sociétés d'aménagement, comme j'ai dit, chez des bailleurs sociaux, dans la promotion, mais dans la gestion aussi. On aurait pu décliner ça, mais quand on fait de la gestion, on peut être aussi avoir ces problématiques-là en tête. Bref, le métier que vous faites ici, la formation que vous avez ici, est une formation extrêmement ouverte. Et d'ailleurs, c'est vous qui la refermerez. Ou pas. Et c'est bien tout le challenge que vous avez. C'est-à-dire que combien de temps vous allez conserver cette ouverture qui vous est donnée ici pendant quelques années? Combien de temps vous allez continuer à être capable de faire aussi bien, de traiter de l'environnement que de l'architecture ou de l'urbanisme ou d'études d'urbanisme? Et il ne dépend que de vous, enfin pour l'essentiel en tout cas, de continuer à grandir dans chacun des voies, dans chacune des voies qui a été tracée avec vous ici. Et en tout cas, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est ne refermez pas les portes tout de suite. C'est pas parce que vous allez arriver, par exemple, chez un bailleur social, que vous considérerez que vous ne pouvez pas en sortir et que cela vous lierait en quelque part, en quelque sorte. Mais il faut une grande vigilance, parce qu'on est toujours, et en France particulièrement, extrêmement dépendant de l'image que l'on donne sur un CV et de l'expérience que l'on apporte. Et l'expérience que je peux moi donner, en tout cas, qui fait que j'ai pu franchir des étapes qui n'étaient pas forcément évidentes, du logement social, en tout cas l'aménagement, après avoir longtemps en tout cas travaillé dans le domaine du logement, montre bien qu'il faut être en vigilance sur ça. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, bien sûr, sur la culture que vous devez conserver et l'apprentissage des méthodes sur les champs de l'enseignement que vous avez obtenu, mais c'est aussi la connaissance des territoires. Moi, je pense que si on m'a proposé la direction générale du groupe Territoire, c'est parce que les élus avec lesquels je travaillais étaient assez convaincus que je connaissais parfaitement bien le territoire et les politiques publiques du territoire. Et que donc j'étais tout à fait en mesure, selon eux en tout cas, de les porter, y compris dans un domaine qui n'était pas celui, en tout cas, de mon histoire personnelle et professionnelle. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une dernière intervention pour clore la phase de questions éventuellement? Dans ce cas, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci.